Je suis Frédéric Lacaille, je suis l'un des conservateurs au château de Versailles. Je suis en charge plus spécialement de la peinture du 19e siècle. Donc voilà, pour le sujet de l'exposition de Napoléon, je suis le personnage a priori le plus, le mieux venu au château pour traiter de cette période-là. Cette exposition Napoléon, en fait, est la troisième exposition de notre partenariat avec la ville d'Arras et la région des Hauts-de-France maintenant. Alors en fait, nous avons voulu présenter une partie de notre collection napoléonienne, je dirais vraiment le meilleur de ce que nous avons sur Napoléon dans les collections de Versailles, où Napoléon est très représenté. Et on a choisi un parti chronologique, simplement, qui raconte un peu le destin de cet homme, Napoléon Bonaparte. D'abord jeune officier, général, premier consul, empereur des Français finalement. Un destin exceptionnel qui est encore connu, qui est encore bien connu dans le monde, parfois moins par les jeunes générations en fait, et on le présente d'une manière chronologique en partant de la Révolution, qui est vraiment le moment fondateur pour Bonaparte, qu'on peut considérer vraiment comme un fils de la Révolution, jusqu'à sa mort à Sainte-Hélène, et au retour des cendres en 1840, une forme de résurrection en fait pour la figure de l'empereur. Alors Napoléon est un grand stratège et un grand tacticien aussi sur le plan militaire. Il l'a été aussi effectivement en termes de communication. C'est un homme, enfin ce que l'on montre, ce qui apparaît dans la collection de Versailles, qui est à bien des égards une collection d'œuvres qui ont été commandées par Napoléon lui-même, quand il était général, quand il est devenu premier consul et ensuite empereur des Français, c'est un homme qui a fonctionné vraiment avec l'image et qui a compris très tôt le pouvoir de l'image pour sa communication, d'abord militaire, un peu politique ensuite quand il a commencé à organiser un peu les pays dans lesquels il a fait passer ses armées, et ensuite bien sûr quand il est monté sur le trône, quand il a pris ce pouvoir. Il comprend le sens de l'image, il comprend, qui est toujours accompagné aussi chez lui par l'écrit, puisqu'il écrit beaucoup de choses, il fait écrire en tout cas des choses qui sont en quelque sorte le récit officiel de son aventure, et il le fait transcrire en images par les artistes. Alors ça c'est une œuvre qu'on a placée à l'entrée de l'exposition pour montrer le jeune Bonaparte, parce que c'est vrai que Bonaparte, avant qu'il ne soit un général un peu connu et qu'il ait finalement la possibilité d'aller solliciter un peintre un peu en vue pour se faire tirer le portrait, en fait il n'a pas été beaucoup représenté quand il était jeune. Il a été représenté plutôt a posteriori, et là c'est le cas de la statue qui est derrière moi, qui est une statue qui a été commandée sous le Second Empire, donc par le neveu de Napoléon, le deuxième empereur Napoléon III, et qui montre Bonaparte à Brienne. Donc il est au collège militaire, il est jeune élève au collège militaire de Brienne, donc il est en uniforme effectivement, et il est décrit tel que son contemporain Bourrienne, qui a été son secrétaire sous l'Empire, l'a décrit, c'est-à-dire un élève un peu ténébreux, un peu ombrageux, se tenant toujours à distance de ses camarades, passionné d'histoire et de géographie. Et l'artiste le représente justement comme ça. Et en plus, il accentue le caractère en mettant la main de Bonaparte dans l'habit. Ce qui n'est pas... On a beaucoup un peu glosé sur cette posture. En fait, c'est une posture qui permet de se donner en quelque sorte une contenance qui fait partie de la façon dont les hommes se présentent à la fin du XVIIIe siècle. Donc il est représenté comme ça, avec la main dans son habit, comme ça on est sûr que c'est bien Napoléon, on a bien affaire à lui. C'est pas encore l'époque où il porte son bicorne, son chapeau, qui permet de le reconnaître facilement, mais là on reconnaît déjà la figure de Bonaparte, puisque le portrait est inspiré notamment du portrait de Bonaparte au pont d'Arcole de Gros que nous présentons dans l'exposition. Alors depuis la Révolution, depuis la chute de la monarchie en 1792, la France en fait est en guerre contre tous les pays d'Europe, toutes les monarchies européennes qui se sont coalisées contre elle puisqu'elle a renversé son souverain. Alors elle ne sait pas très bien politiquement où elle va, mais en tout cas elle a choisi sa voie qui est plutôt celle d'un système de type républicain, et Bonaparte est pendant un certain nombre d'années l'un des généraux de cette république qui a combattu en Italie en 1796-97 et que l'on envoie en 98 en Égypte, parce que c'est un personnage qui commence à avoir beaucoup de victoires à son actif et qui fait un peu peur au gouvernement du Directoire, qui était à l'époque l'exécutif français avec 5 directeurs qui dirigent collégialement le pays. Et il se rend donc en Égypte, et le tableau montre la première grande victoire de la campagne d'Égypte, qui est cette bataille dite des Pyramides. C'est Bonaparte lui-même qui a souhaité qu'on l'appelle la bataille des Pyramides,
Et le peintre, qui est donc Louis-François Lejeune, qui est à la fois un peintre mais qui est aussi un soldat, qui a été en fait enrôlé par la Révolution et qui a continué sa carrière militaire, rapproche volontairement dans le tableau l'événement, la bataille et les pyramides du plateau de Gizeh, pour montrer justement l'impact et l'image que l'on veut donner de cette victoire qui prend déjà un tour légendaire à partir du moment où on l'appelle la bataille des pyramides. Et on voit donc sur le tableau, qui est traité un peu en panorama, donc dans une vision très très étendue, ce grand paysage qui permet de montrer un peu l'ensemble du champ de bataille. Il montre en fait la débandade de l'armée égyptienne d'alors, l'armée des Mamelouks, contre l'armée française qui apparaît effectivement dans la représentation très organisée en carré. Ça c'est la façon de faire de cette époque, avec la cavalerie qui est placée au centre du carré, l'infanterie tout autour, et puis les pièces d'artillerie dans les angles. C'est un système militaire redoutable qui a fait vraiment ses preuves et que Bonaparte va beaucoup utiliser dans ses premières campagnes. Cette bataille des pyramides, en fait, ouvre la porte du Caire à l'armée française, et l'armée mamelouk se sépare en deux parties, une partie qui va remonter vers la Syrie, vers le Proche-Orient, et l'autre partie qui va remonter le Nil jusque vers la Haute-Égypte, où Napoléon va la poursuivre jusqu'aux limites du monde connu, c'est-à-dire jusqu'à la ville d'Assouan et la première cataracte du Nil. La campagne va se terminer très mal. En fait, l'armée française sera complètement en débandade. L'Angleterre a déjà coulé sa flotte à Aboukir à peine l'armée française débarquée. Donc l'armée française est prisonnière de sa conquête pendant quelque temps. Elle va reconstituer une flotte pour lui permettre un jour ou l'autre de rentrer. Mais effectivement, elle va avoir fort à faire contre l'Empire ottoman qui l'attaque du côté de la Syrie, les Anglais, et finalement l'armée française ne l'emportera pas en Égypte. Mais Bonaparte, à ce moment-là, est déjà reparti pour la France, et ça va être une débandade générale. Mais l'expédition d'Égypte aura ceci d'intéressant pour nous, c'est qu'elle a créé, elle a été à l'origine de l'égyptologie moderne, puisque Napoléon a emmené avec lui non seulement une armée, mais aussi tout un groupe de savants. Il fonde un institut, d'ailleurs au Caire, l'Institut d'Égypte, qui va être chargé en fait d'étudier dans tous ses aspects l'Égypte, c'est-à-dire son histoire, sa géographie, la faune, la flore, les populations, les monuments. Et c'est en fait de tous les travaux des savants emportés, des savants de l'Institut d'Égypte, que va naître un ouvrage très important qui est la description de l'Égypte, qui va être à l'origine de l'égyptologie moderne, tandis que pendant ce temps, Jean-François Champollion, à la génération d'après, parviendra à déchiffrer les hiéroglyphes sur la pierre de Rosette. Mais la pierre de Rosette qui fait partie malheureusement des objets que les Français ont été obligés de laisser en Égypte, sur laquelle les Anglais ont fait main basse lorsqu'ils ont quitté l'Égypte à leur tour. Alors c'est un portrait très fameux, c'est le fameux portrait de Bonaparte au pont d'Arcole, le gros, et il commémore en fait les combats de cette première campagne d'Italie. Le pont d'Arcole, qui est le titre classique qu'on lui donne, n'étant qu'un prétexte en fait pour représenter le général Bonaparte en action. En fait, Bonaparte est censé être représenté chargeant sur le pont d'Arcole à la tête de ses troupes. On sait que les choses en fait se sont très mal passées. Il a chargé derrière d'autres avant lui, d'autres ont essayé après, il est tombé du pont. Il est tombé dans l'eau, il a été sauvé de justesse d'ailleurs, parce qu'il a vraiment risqué sa peau au cours de ses combats, mais ça importe peu, ce qui compte c'est l'image que l'on donne après. Et ça, Bonaparte a su très bien faire ça tout au long de sa carrière. Alors c'est intéressant parce qu'il est représenté d'une manière assez traditionnelle, c'est-à-dire qu'on le voit donc représenté dans son uniforme de général, sur le fond un peu imprécis d'un combat, mais il est représenté en pleine action, ce qui n'était pas le cas sur des portraits plus anciens. Il a le sabre à la main, il porte le drapeau, il mène ses troupes et vous voyez qu'il tourne la tête vers ses troupes pour les entraîner en fait au combat. Et ça c'est le côté extrêmement dynamique de ce portrait qui en fait une image évidemment d'une modernité intéressante pour nous. Bonaparte est représenté dans son uniforme, avec la ceinture de commandement tricolore, le drapeau français, dont les couleurs et la disposition des couleurs surtout n'est pas encore fixée à ce moment-là, ça ne viendra que plus tard, et on a un sabre sur lequel on a marqué Armée d'Italie, et c'est donc l'œuvre d'un jeune général qui fait déjà une grande impression en fait dans toute l'Europe, par un jeune artiste gros qui lui-même se morfond un peu en Italie. Il a quitté la France au moment les plus sombres de la Révolution pour se réfugier en Italie en attendant que les choses se calment.
il cherche un moyen de se faire connaître, il profite du passage de l'épouse du général Bonaparte, Joséphine, qui va rejoindre son mari à Milan, pour se mettre dans ses bagages, il la suit à Milan et il arrive à faire poser Napoléon, homme toujours pressé, donc il a le temps de faire un petit croquis au palais Montbello où se trouve Bonaparte à ce moment-là, et à partir de ça il fait ce portrait que Napoléon va faire très vite graver pour en assurer la diffusion. Et ça, ce qui est formidable, c'est que dans ce portrait de 96, alors qu'il n'est encore que le général Bonaparte, déjà tout est dit de la légende napoléonienne et de ce qu'elle va devenir. C'est la raison pour laquelle nous l'avons choisi en fait aussi pour l'image de l'exposition. Alors c'est un portrait qui a été, voilà, il a été gravé, mais il a été aussi reproduit par Gros, qui en a peint 2 exemplaires sur la commande en fait de Joséphine Bonaparte, donc pour ses 2 enfants, les 2 enfants qu'elle avait eus de son premier mariage, Eugène et Hortense de Beauharnais. 2 portraits qui sont conservés, l'un en Suisse, l'autre en Russie. Mais c'est celui-ci qui est vraiment l'original, que Napoléon en fait a gardé tout au long de sa vie, qui a été transmis ensuite qui est arrivé par le hasard des successions à son neveu Napoléon III, qui est monté sur le trône à son tour. Et c'est l'impératrice Eugénie, donc devenue veuve de Napoléon III, qui a offert le tableau aux musées nationaux. Et le tableau est aujourd'hui dans les collections de Versailles. C'est notre icône napoléonienne par excellence. Alors, lors de sa première campagne en Italie en 1796-97, Bonaparte a conquis dans un temps record en fait tout le nord de l'Italie, contre toute attente et outrepassant totalement les ordres qui lui avaient été donnés par le gouvernement d'alors, le Directoire. Il a conquis ce nord de l'Italie. On pensait que les choses étaient réglées. Il est lui-même parti en Égypte ensuite. Et finalement, lorsqu'il est revenu d'Égypte, il s'est rendu compte que l'Italie avait été reconquise par les Autrichiens. Les généraux français qui lui avaient succédé n'ont pas réussi à maintenir la pression autrichienne. Donc, c'est le moment en fait où il prend le pouvoir véritablement, c'est-à-dire qu'à l'occasion du coup d'État du 18 Brumaire, donc en novembre 1799, il prend le pouvoir, il devient l'un des 3 consuls, le plus puissant, le premier consul, qui est à la fois, cette fois, il est général en chef commandant les armées, mais il est surtout chef de l'État. Donc il a vraiment changé de statut et il décide de partir comme général en chef à la reconquête en fait de l'Italie du Nord. Et par une campagne extraordinaire, qu'il commence en fait en traversant les Alpes à la fin du printemps, alors que les Alpes sont très enneigées, et campagne qui se termine à la bataille de Marengo, qui marque la pacification en fait de cette nouvelle campagne d'Italie. La France est à ce moment-là totalement, enfin, elle a pris la main sur le nord de l'Italie en créant différentes républiques qui sont appelées républiques sœurs, les sœurs de la République française. Et Bonaparte est donc représenté en fait au terme de cette campagne comme le chef de guerre glorieux, ayant franchi les Alpes dans des conditions extraordinaires, comme l'avaient fait des grands capitaines avant lui, mais dans des temps très lointains. On raconte qu'Hannibal avait traversé les Alpes comme ça l'hiver avec ses éléphants, que Charlemagne l'avait fait pour aller combattre les Lombards. Et là, on est au début du 19e siècle et Bonaparte franchit les Alpes. Il a demandé à son peintre, à son portraitiste de l'époque, David, de le représenter calme, pour montrer qu'il maîtrise la situation, sur un cheval fougueux, pour montrer qu'on est quand même aussi toujours dans l'action. Et effectivement, le tableau montre bien ces 2 aspects. Le premier consul étant évidemment à cheval, sur un cheval, vous voyez, très fougueux, alors qu'on sait qu'il a traversé les Alpes à dos de mulet, parce que dans la partie la plus haute des Alpes, là où tout était très enneigé, il n'y avait pas d'autre animal qui était susceptible de le transporter. Mais évidemment, la représentation aurait été moins prestigieuse. Donc là, on est encore évidemment dans une image de pleine communication. Il est dans son uniforme de général en chef, avec un grand manteau qui est balayé par le souffle de l'épopée déjà. Et puis, donc sur ce cheval qui est dans cette couleur claire, qui est la couleur du commandement pour le chef de guerre, et on voit toute l'armée des Alpes qui monte derrière par une route en lacet, avec soit les canons montés sur leurs roues, mais ça, c'est pas tout à fait la réalité. En fait, les canons avaient été démontés là aussi pour traverser plus aisément, comme tout le matériel, ces montagnes enneigées. Et ce passage des Alpes a été effectivement un exploit qui a sidéré l'Europe de l'époque. Enfin, tout le monde a été stupéfait de ça. Et ça fait partie évidemment des choses qui ont imposé cette image d'un Napoléon très conquérant, un Napoléon qui faisait peur à tout le monde à ce moment-là, puisqu'effectivement il parvient à dépasser toutes les limites
que peu de monde avait dépassé avant lui. Donc il s'impose comme un grand personnage en Europe, et à la suite de cette campagne d'Italie, après 10 ans de lutte contre des ennemis de toutes parts, Napoléon parvient, enfin Bonaparte, premier consul, parvient à sceller la paix en fait avec tous ses ennemis de la veille, ce qui crée une période, ce qui ouvre une période de paix enfin, et puis de prospérité en fait en Europe. L'Europe retrouve sa prospérité, tandis que la France se reconstruit, les institutions sont reconstruites à la suite de ça. Et c'est notamment la paix avec l'Angleterre qui permet au commerce international de repartir de plus belle. Alors c'est une image qui est très iconique parce qu'elle a été, c'est certainement le portrait que l'on connaît aujourd'hui le plus de Napoléon, qui a été beaucoup utilisé ces, disons, 20 dernières années, notamment dans le cadre des célébrations du bicentenaire justement de ces campagnes de Napoléon. On a tellement vu le tableau qu'il a été tellement reproduit, décliné, on l'a customisé de quantité de façons différentes, mais c'est une image qui reste très emblématique et c'est certainement aujourd'hui le portrait de Napoléon le plus célèbre à travers le monde, comme on le voit en ce moment où nous présentons une autre version de ce portrait au Louvre à Abu Dhabi, où il est en passe apparemment de devenir une des icônes du musée, assez paradoxalement, puisque le tableau n'appartient pas au Louvre mais à Versailles, mais ça montre la contribution des musées nationaux à cette opération, et c'est un tableau qui sidère autant le monde occidental qu'un monde oriental ou même extrême oriental, le monde arabe également. J'ai été très frappé par l'accueil de ce tableau à Abu Dhabi.